Pourquoi les démocrates choisissent-ils les intérêts des immigrés clandestins, même lorsque cela va à l'encontre des intérêts du pays? Parce que sans immigrés clandestins, il n'y a pas de parti démocrate. Je vais essayer de l'expliquer maintenant. Eh bien, commençons par le fait qu'1 million de fonctionnaires avec leurs familles, c'est une énorme armée de futurs bâtisseurs de la nouvelle économie. Ils ne le savent pas encore eux-mêmes, ils sont effrayés, en colère, et vivent dans une haine proche du désespoir. Je parle bien sûr de ces personnes que Donald Trump a déjà licenciées et qu'il va encore licencier. Mais c'est un moment charnière et remarquable dans leur vie. C'est par des épines jusqu'aux étoiles. C'est un départ de l'ennui inutile, des intrigues de bureau, du sentiment constant que quelqu'un leur doit quelque chose, qu'on ne leur a pas tout donné, vers le sentiment d'être le maître de son destin. Quand la perte d'emploi à Washington et dans d'autres centres du gouvernement fédéral les obligera à emmener leur famille là où il y a besoin de main-d'œuvre. Ils deviendront enfin, peut-être pour la première fois de leur vie, des producteurs et non des parasites. Bon sang, les amis, c'est magnifique. Ce gros larpiste Antifa qui renverse de la peinture sur cet endroit. Aïs est arrêté. Vous devez voir cette vidéo, il commence à trembler et à secouer. Oh, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Oh, j'ai tellement peur. Ces gens pensent que c'est un jeu. Ils jouent à un jeu. 3 attentats terroristes ont eu lieu sur les sites d'Aïs ces derniers mois. Comment? Jamais avant eux comme si cela n'était jamais arrivé. À quoi font-ils semblant? Je veux que vous le compreniez vraiment. Quand il dit qu'ils sont bien plus rapides qu'ils ne le prétendent, ils jouent à des jeux, je n'exagère pas. Ce sont de jeunes gens qui ne savent pas comment est le vrai monde. Ils ne savent pas d'où vient l'huile. Honnêtement, c'est une de mes histoires préférées. C'est comme cette fois où j'ai débattu sur Twitter avec ces socialistes et j'ai essayé de leur expliquer l'économie. Et j'ai dit, d'accord, parlons d'une épicerie. Oh, ils étaient comme ça. Les épiceries devraient donner de la nourriture gratuitement aux gens. Et j'ai demandé, d'où vient le lait? Et honnêtement, le gars a répondu, du supermarché. Et j'ai dit, non, d'où le supermarché prend-il le lait? Il a demandé, que veux-tu dire, le lait au supermarché? J'ai pensé, Seigneur, aide-nous, ces gens sont limités et ils votent. Rien de tel ne s'est produit depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais à l'époque, les hommes partaient à la guerre, à la production militaire. Et maintenant, Montre-moi cette photo, permets-moi de te la montrer. Je crois que je l'ai ici. Le voici, regardez, je vais vous montrer la vidéo. Il est jeune, corpulent, c'est lui, c'est fou. Laissez-moi vous montrer la vidéo. Alors, voilà, excusez-moi, on est en train de l'arrêter en ce moment. Vous pouvez voir, c'était la veille du jour où il a renversé de la peinture rouge. Vous pouvez voir la peinture rouge. Ils l'ont attrapé. Le voilà qui arrive, le voilà. Oh, le voilà, il tremble, regardez-le, il a peur. Il est terrifié. Nous avons besoin de ça, nous avons besoin de cette vidéo. j'explique. Donald Trump a suggéré aux employés de partir volontairement en recevant 9 mois de salaire d'avance. Et 100 000 sont déjà partis. Il joue vraiment à des jeux. Ce gars ne comprend pas dans quoi il s'est embarqué, le FBI ne plaisante pas. Alors, que doit-il arriver à ce gars? Je vais être gentil, voilà comment je négocie. Je vais dire, gentil monsieur, voici ce que nous allons faire. Vous irez 1 mois en prison car votre acte dépasse un simple trouble à l'ordre public. Dans la plupart des juridictions, le trouble à l'ordre public peut entraîner une peine maximale généralement d'environ 28 jours, ou 1 mois, ou quelque chose comme ça, et cela semble assez sévère. Aller en prison pendant 1 mois, je veux dire, cela peut ruiner votre vie. Vous pouvez perdre votre emploi. C'est pourquoi, en général, si vous êtes accusé de trouble à l'ordre public, vous ne recevez rien. Vous recevez une amende de $50, ce qui correspond en réalité à un trouble à l'ordre public. Trump se moque encore des démocrates. Il dit qu'ils ne sont pas idiots. Alors pourquoi m'ont-ils aidé et provoqué ce shutdown? Comment appelle-t-on la fermeture des institutions gouvernementales chez nous? Peut-être qu'eux aussi veulent rendre l'Amérique à nouveau grande? Il crée des circonstances dans lesquelles les terroristes attaquent les installations de l'Immigration and Customs Enforcement et les forces de l'ordre. Ils sont une diversion, ils sont le manche de la lance. Sans eux, la pointe serait inutile. Et voici ce que j'ai dit à ce type. Vous avez endommagé des biens fédéraux. Très bien.
Cela peut entraîner 1 an de prison. En fait, fédéral, je pense que ça peut être une prison fédérale. Mais les dommages criminels à la propriété gouvernementale concernent en général des crimes plus graves, comme un délit de classe A ou des crimes mineurs liés au terrorisme. Je ne sais pas comment il classifie les crimes. Où était-il? Je crois qu'il était à Portland. Oui, Portland. Alors j'ai dit, ce type, je pense qu'il devrait aller en prison pour, disons, 3 ou 4 semaines. Aller en prison, et ils diront, frérot, dommage criminel à la propriété fédérale. Tu as de la chance de ne prendre qu'1 mois. Peut-être que là, tu ne le feras pas, et peut-être que tes amis ne le feront pas non plus. C'est... Génial. Ce que les républicains ont découvert, c'est que dans le paquet de propositions des démocrates, il y a profondément caché la fourniture d'une assurance maladie et de soins médicaux à tous ceux qui vivent aux États-Unis. Pas aux citoyens, mais à ceux qui résident. Qu'on tonne un peu. Les soins, disons, Medicare, c'est quand, pour ainsi dire, les personnes âgées, par exemple, ne paient pas. Oui, les mères célibataires ou d'autres personnes ne paient pas non plus. C'est l'État qui paie. Donc, combien cela coûte-t-il à l'État ? En moyenne, cela coûte 4 000 $ par an et par personne à l'État, en incluant médicaments et soins. Si, aux États-Unis, comme on le dit, il y avait des millions de sans-papiers, alors les dépenses pour leurs soins médicaux s'élèveront à 80 milliards de $ par an. C'est-à-dire que les démocrates vous laissent nous glisser discrètement une petite dépense, toute petite, 80 milliards de $ par an. Ce ne sont pas les étudiants ou allocataires, donc les électeurs démocrates, qui paieront, mais les travailleurs du secteur productif, c'est-à-dire les républicains. Pourquoi les démocrates ne demandaient-ils pas de soins médicaux pour les immigrés clandestins? Les démocrates exigent des soins de santé pour tous. Nous voulons sauver des vies. Nous voulons nous assurer que les soins de santé sont accessibles à ceux qui pourraient mourir, mais qui peuvent recevoir de l'aide de leur gouvernement. Donc, vous acceptez la fermeture du gouvernement, même si cela implique d'offrir des soins médicaux à des non-citoyens américains? Continuez, c'est ce sur quoi vous insistez. Vous essayez de me faire dire que, d'une certaine manière, nous placerions les non-citoyens au-dessus des Américains. Arrêtez, ce journalisme n'est pas nécessaire. Je pose juste une question. Vous divisez-vous? Non, vous ne vous divisez pas. Semez-vous la discorde? Non, s'il vous plaît, ne le faites pas. Cette question est inutile. Vous cherchez juste à créer un scandale, mais pas avec moi. Nous voulons préserver les soins de santé pour tout le monde. Merci. C'était une représentante afro-américaine et, un peu folle de l'État de Californie. Au Congrès d'ailleurs, elle a tellement longtemps joué la comédie, tellement longtemps fait semblant, que c'est resté. Mais une chose, elle la sait avec certitude, ne jamais avouer, ne jamais reconnaître et critiquer ceux qui posent la question. C'est intéressant, que signifie-t-il? A-t-elle vraiment répondu? Les soins médicaux doivent être fournis à tous. Parce que nous avons pitié de tout le monde. Et elle n'a pas pitié seulement de ceux à qui elle vole de l'argent, mais elle a pitié de tous les autres. Voilà, une personne a traversé la frontière, s'est fait soigner un ulcère, les dents, une prostatite, puis est reparti toucher sa retraite, et après lui, une autre personne est venue. Ainsi, les démocrates, en arrêtant le financement du gouvernement, c'est ce qu'on appelle chez nous un lockdown, pour ainsi dire, avec différents noms, shutdown, lockdown. En arrêtant le financement du gouvernement, ils ont donné une opportunité à Trump. Diviser les employés fédéraux, il ne peut pas disposer des employés du secteur privé. Oui, mais ceux qui sont sur le budget, les fonctionnaires. C'est-à-dire la possibilité de diviser les employés fédéraux en 2 catégories. Les nécessaires et les moins nécessaires, les indispensables et les moins indispensables. Et il a obtenu la possibilité absolument totale, selon la loi, de licencier ceux qui sont moins nécessaires. Ce gars veut sûrement juste rester assis à jouer à ses jeux de rôle et jeux vidéo. Il s'ennuie. Allons lui changer les idées. Il a commis un crime grave, et je pense que sa proposition de plaider coupable doit être acceptée. On va te donner 1 mois de prison, accepte-le. Et ils diront, mec, tu ne veux pas aller au procès contre les fédéraux, accepte 1 mois de prison. On a déjà vu un gars d'Antifa prendre 1 mois de prison pour une agression, je crois, pour avoir agressé un journaliste. Je pense que c'était l'agresseur de Camp Higbee.
Licencié. 1 million et rendre le travail du gouvernement plus efficace. Et à mon avis, c'est formidable. Juste parfait. Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a écrit en réponse à l'affirmation des républicains selon laquelle l'argent va aux soins des clandestins. Ce qui suit... C'est un mensonge. C'est un mensonge. Qu'est-ce qui est un mensonge? Chuck répète depuis plusieurs jours qu'une chose est un mensonge. Les démocrates placent les immigrés illégaux au-dessus des citoyens américains. Chuck Schumer, bien sûr, déclare que c'est un mensonge. Pas un seul dollar fédéral n'est utilisé pour fournir une assurance maladie aux immigrés illégaux. Pas un seul centime. Comment un sénateur américain comme Chuck Schumer a-t-il pu faire une telle déclaration? S'il y a la moindre part de vérité ou de réalité dans cette déclaration, j'aimerais que vous l'écriviez dans les commentaires. Mais nous savons tous que ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Il est intéressant de noter qu'au même moment, un autre dirigeant du Parti démocrate dit quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à Chucky Chuck. Mais en ce qui concerne la santé, en réalité, ils ne sont tout simplement pas honnêtes. La somme d'argent qui va réellement aux personnes sans papier représente une part si minime. Une petite partie de l'argent signifierait de l'argent allant aux immigrés illégaux. Maintenant, c'est un démocrate. Je pense à Chuck Schumer. Peut-être que Rohanna ignore la situation et Chuck Schumer a raison. Mais la somme d'argent qui est réellement versée est tellement faible. Et pourtant... J'ai une bonne question. Lequel d'entre eux ment? Et il y a une réponse inattendue. Les deux mentent. Les deux mentent. Leurs mensonges ne concordent pas, c'est tout. Et que se passe-t-il quand on te surprend à mentir? Ah, tu fais semblant de ne pas entendre la question. Chaque républicain qui est passé à la télévision ces 12 dernières heures, ou à peu près, a appelé ça le Schumer Shutdown. Qu'est-ce que vous pensez de ce nom? Sénateur Schumer, vous m'entendez? Je n'entends pas. Je pense que le sénateur Schumer ne m'entend pas. La fermeture du gouvernement a peut-être coupé l'audio au Capitole. Mace, il vaut peut-être mieux qu'il n'écoute pas maintenant. Nouveau moment gênant pour Chuck Schumer, ce n'est pas le premier cette semaine. Mais si tu ne peux dire la vérité, aucun dollar fédéral n'est utilisé pour assurer les immigrés en situation irrégulière. Tu continues de mentir effrontément au peuple américain, il vaut donc mieux couper ton micro. Ah, Balovnik, j'ai entendu, puis soudainement j'ai arrêté d'entendre. Mes petits-enfants adorent quand tu leur parles. Tu leur parles, tout va bien, puis tu leur dis qu'il est temps d'aller se coucher, et soudainement ils arrêtent d'entendre. Les républicains vont aussi à la télévision, bien sûr. Voici les faits. Voilà dans quelle réalité? Voici les faits. La proposition n'accorde pas d'aide médicale aux immigrés en situation irrégulière. En fait, oui, car cela annule les changements faits par les républicains au grand projet de loi. Ces dispositions ont aidé à réduire les cotisations d'assurance. Pourquoi? Parce que nous avons exclu du Medicaid les bénéficiaires en situation irrégulière, les immigrés illégaux. La contre-proposition de Chuck Schumer concernant la résolution sur la poursuite du financement annulerait cela. C'est un fait, cela concerne les immigrés. Le CBO n'a pas évoqué les immigrés illégaux. Vous avez déjà donné votre avis. Vous voyez comment? Une explication calme est interrompue par des cris, et la discussion déviée vers un autre sujet. J'ai vu certains membres républicains du Congrès dire que, eh bien, si nous avons cette fermeture, ce sera à cause d'Alexandria Ocasio-Cortez. Si c'est le cas, mon bureau est ouvert. Vous pouvez venir négocier avec moi. Wow, Alexandria Ocasio-Cortez a fermé le gouvernement à elle seule. Et si vous voulez qu'il rouvre, vous pouvez aller dans son bureau et négocier directement avec elle. Ça, c'est un coup de pub. On ne dit pas que c'est à cause d'elle, mais c'est elle qui l'a inventé. Et elle invite le président des États-Unis, les dirigeants du Sénat et du Congrès à venir dans son bureau et à commencer à négocier avec elle. C'est-à-dire, Mosca est forte. Vous dites, oui, une Mosca forte, puissante et très stupide. C'est vrai. Tout de suite, ça me rappelle une blague. Un singe est assis sur la rive du Nil, disons, du fleuve Nil, oui, avec une canne à pêche. Un crocodile passe. « Hé, le singe, qu'est-ce que tu fais ?» Elle dit « Donne-moi un rouble, je te raconterai. » Bon, imaginons qu'on utilise des roubles sur le Nil, en Égypte, oui. Le crocodile a réfléchi, il est devenu très curieux, il a donné un rouble. « Je suis, dit-elle, un singe. Je mange des girafes. » « Quelle girafe ?
Considerasmo. Le crocodile dit « Idiote, tu ignores que les girafes ne vivent pas dans l'eau. » Peut-être que je suis idiote, dit le singe, mais chaque jour je gagne 30 roubles. Donc Alexandria Ocasio-Cortez. Bien sûr, idiote, oui, mais elle gagne ses 30 ou plus chaque jour. Et maintenant d'ailleurs, elle a annoncé qu'elle allait se présenter à la présidence. C'est intéressant. Et les vieilles mégères alors? Donc, comment le Parti démocrate réagit-il à cela? Les républicains estiment que Alexandria Ocasio-Cortez mène tout. Elle a dit que les sénateurs pouvaient venir directement dans son bureau car elle dirige tout. Je cite simplement Alexandria Ocasio-Cortez. Elle a demandé de venir dans son bureau. Pensez-vous que ce soit vrai? Elle est formidable et authentique. Mais ce n'est pas elle qui dirige. C'est Hakeem Jeffries. Cela demande beaucoup d'expérience. Oui. Aïe, ça fait mal. En résumé, Alexandria Ocasio-Cortez n'a ni expérience, ni antécédents, ni compétences. Les désaccords internes parmi les démocrates deviennent tellement perceptibles pour le public américain que c'en est tout simplement risible. Schumer vient tout juste de remettre les clés du château à Donald Trump. Le président Trump en est certainement convaincu. Eh bien, les démocrates veulent fermer cela. Donc, quand vous fermez, vous devez procéder à des licenciements. Donc, nous allons licencier beaucoup de gens qui seront très touchés, et ce sont des démocrates. Ils seront démocrates. Comment fermez-vous? Vous savez, nous sommes ce pays. Aucun pays ne peut se permettre de payer les soins de santé pour tous les immigrés illégaux qui arrivent dans le pays, et c'est précisément ce qu'ils exigent. Et évidemment, j'ai l'obligation de ne pas accepter cela. Cela affectera tout le monde. Mais il peut sortir quelque chose de bon des fermetures. Nous pouvons nous débarrasser de beaucoup de choses dont nous n'avons pas besoin, et ce seront des choses des démocrates. Voilà, c'est la clé à la fin, Matt. Quand tu entends parler de ça, nous pouvons en fait nous débarrasser de beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de pouvoir lors de la fermeture du gouvernement? J'aime bien comment Trump il s'est lancé dans, vous savez, l'argument sur les votes, mais il dit, eh bien, voilà ce qui se passe, vous voyez, vous fermez le gouvernement, et alors on se débarrasse de beaucoup de choses, et c'est comme ça que ça va se passer. Et si c'est la nouvelle norme, eh bien très bien, vous comprenez, parce que ce n'était pas la norme auparavant, donc c'est super que Trump ait repris ça. Alors, les démocrates ont joué leur jeu habituel en espérant que la presse façonnera l'opinion publique pour que ce soit Trump qui soit coupable, Trump et donc son équipe. Ils l'ont habilement, disons, transformé en « Chuck ». Chuck veut quitter la fonction publique car nous refusons de financer les soins médicaux des non-citoyens américains. Et ça a collé. Je ne sais pas ce qui se passera demain, mais aujourd'hui, c'est le shutdown de Chuck. Le chômage va grimper en flèche aux États-Unis. Après que ce million, enfin là, je crois qu'ils ont déjà licencié. Pour la première fois, ils ont licencié 1200 personnes et ils prévoient 1 million. Oui, le chômage va grimper quand ce million de personnes se retrouvera sans emploi, se retrouvera au chômage. Ils percevront moins de la moitié de ce qu'ils gagnaient alors qu'ils gênaient les institutions publiques. Et regardons de plus près ce que Donald Trump propose ici comme possibilité, parce que nous voyons ici le titre de Cable News Network que nous avions tout à l'heure. Ils affirmaient que les démocrates voulaient offrir une aide médicale aux immigrés irréguliers. En réalité, cela aurait élargi l'accès aux soins pour les immigrés en situation légale, pas pour ceux en situation irrégulière. Donc, quand on parle de ça, les électeurs démocrates sont toujours ceux sur qui ils se concentrent. Et si on regarde, on a parlé de Chuck Schumer et Hakeem Jeffries. Eh bien, on peut ajouter Ilhan Omar, parce que sa circonscription se trouve au Minnesota et à Minneapolis. Et 50% des immigrés à Saint-Paul se retrouvent impliqués dans des fraudes à l'immigration. Donc, c'est une opération sensationnelle de l'Immigration and Customs Enforcement dans la région de Minneapolis-Saint Paul-M-E-T. Alors, on regarde ça. Et dans les villes jumelles, il y a plus de 82 000 Somaliens. Et quand on traverse tout ça, les démocrates, eux, ils veulent des clandestins dans le système de santé et partout ailleurs. Nous avons aussi évoqué le recensement il y a quelques semaines ou mois dans cette émission, tout cela étant lié à ce problème. Oui, donc ici, vous avez un système que nous connaissons où les démocrates savent que l'immigration est la question numéro 1 parce que pour eux, c'est une question de survie. Ils vont accorder et accordent déjà des avantages à ces personnes. Et qu'ils reçoivent des avantages. Vous savez, c'est absolument ridicule. Le but, c'est de les amener comme des serviteurs dépendants pour qu'ils votent pour vous à jamais. C'est le marché qu'ils veulent conclure. Et ensuite, ils vont s'occuper de vous avec toutes sortes de services publics et d'avantages. Puis ils vous comptent dans le recensement.
Et vous savez, ce n'est pas très différent de la dynamique qui existait autrefois lorsqu'il s'agissait de l'esclavage dans le Sud. Je veux dire, c'est vraiment comme utiliser des personnes vulnérables pour accroître votre pouvoir politique. Et c'est ce qu'ils font. Tout le monde sait ce qu'ils font en ce moment. Il faut l'énoncer et la lutte budgétaire liée à ces prestations en dépend. Pour eux, c'est une question de survie. Je pense qu'il est tout à fait clair que les clandestins, leur arrivée, leur installation, l'allocation d'énormes ressources profitent au Parti démocrate, mais ne profitent pas au peuple, à notre peuple, aux citoyens des États-Unis. Je voudrais conclure par l'interview géniale de l'écrivaine, journaliste et personnalité publique Mélanie Phillips. Elle est devenue célèbre dans le monde entier grâce à son livre « Londonistan sur les musulmans en Angleterre ». Oui. En 2018, elle a publié un best-seller intitulé « Mon voyage du gauchisme au bon sens ». Avant cela, en 2001 et 2003, elle a écrit les livres « La révolution sociale américaine » et « L'ascension de Philippe ». Elle vient tout juste de publier un nouvel essai intitulé « Comment les Juifs et les chrétiens ont construit notre civilisation ». Melania est phénoménale à bien des égards. Exactement comme le dramaturge mondialement célèbre David Mamet, qui, au sommet de sa carrière, s'est révélé être un homme intellectuellement honnête. Et il a publiquement rompu avec les idées de gauche en écrivant un livre devenu immédiatement célèbre, Les informations secrètes sur la destruction de la culture américaine. Et ce n'était pas facile, je pense, parce que cela signifiait perdre des amis, rompre des contacts, l'arrêt de ses pièces, y compris la légendaire Glengarry Glen Ross, qui a reçu le prix Pulitzer, qui, à mon avis, a été joué des milliers de fois à Broadway, et un film alors qu'a été réalisé d'après cette pièce. Donc lui, tout comme Melania Phillips, il a quitté le mouvement de gauche et tous ceux qui, peut-être, pensaient vain comme lui, se sont détournés de lui, mais n'ont pas eu la force d'admettre qu'ils avaient en tort. Il faut être un homme courageux, un homme très intellectuellement honnête. Alors, une interview avec Melania sur pourquoi la gauche s'est unie et soutient les terroristes. Cela m'a toujours stupéfié. D'ailleurs, c'était tellement incroyablement simple et précis qu'il n'y a vraiment rien à ajouter. L'esprit libéral occidental pense qu'il est bon parce qu'il est libéral. Le libéral occidental se dit « Je suis une bonne personne parce que je suis libéral. Je suis libéral parce que je suis une bonne personne. » Cela signifie que je crois en des choses comme la fraternité humaine, la conscience et la compassion, le souci des malheureux du monde, des pauvres et des démunis de ce monde. S'opposer à l'abus de pouvoir, voilà tout. Toutes ces choses sont bonnes et c'est pourquoi je suis un libéral. Et je suis un libéral à cause de toutes ces bonnes choses. Ainsi, l'une des expressions de ma bonté et de mon libéralisme, c'est que je soutiens les Arabes palestiniens, que je considère comme opprimés. Et ils sont opprimés par les Israéliens qui leur ont pris leurs terres et les oppriment. Maintenant, chaque partie de cela, à mon avis, est un mensonge. Mais laissons cela de côté. Voilà ce qu'il en est. Ceci est l'avis d'un progressiste libéral. Et le progressiste libéral pense que soutenir les Palestiniens fait de lui une bonne personne. Le 7 octobre est arrivé. Et soudain, vous avez une situation où les personnes que les progressistes libéraux soutenaient comme opprimées et tout ce qu'elles font est considéré comme une défense légitime ou une résistance contre l'oppression. Soudain, nous voyons que ces personnes se sont transformées en les plus sanguinaires des sauvages qu'on puisse imaginer. Pas seulement des gens qui tuent, mais qui tuent de manière sadique, barbare, dépravée et vicieuse, d'une façon que les gens ne peuvent même pas imaginer. Et ils tuaient, violaient, décapitaient, torturaient, brûlaient vifs des nourrissons, des enfants, des femmes, des hommes âgés et d'autres personnes. Et ceux qu'ils soutenaient comme opprimés sont de bonnes personnes, parce qu'ils sont des victimes, ce sont des sauvages. Et ceux qu'ils présentaient comme des oppresseurs sont en réalité des victimes. Ils ne peuvent pas l'admettre, parce que s'ils le reconnaissent, leur vision du monde sera détruite.
Parce que les gens, vous savez, la cause qu'ils soutenaient comme incarnation du bien s'avère être le mal. C'est en eux, cela les rend mauvais, donc ils ne peuvent pas l'admettre. Que font-ils? Ils recourent à des stratagèmes incroyables pour faire semblant que le noir est blanc, que la justice est l'injustice, que l'oppression est la résistance et inversement. C'est pourquoi ils doivent présenter les Israéliens comme coupables. Les Israéliens sont responsables de ce qui s'est passé. Il n'y a donc pas de meilleure façon d'accuser les gens que de les accuser de ce dont ils ont eux-mêmes souffert. Projection. C'est pourquoi vous les accusez de génocide. Nous entendons aussi régulièrement qu'on accuse les Israéliens d'être des nazis. C'est la même chose. Ce n'est pas simplement une insulte, c'est quelque chose de très délibéré, parce que si les Israéliens sont des nazis, alors nous sommes libres. Nous, l'Occident libéral, sommes libres de toute culpabilité ou de toute association avec de mauvaises choses, parce qu'ils sont coupables. Ce sont eux les méchants. Nous restons donc libres d'entretenir nos fantasmes que nous sommes de bonnes personnes. Et je pense que c'est aussi à la base de ces scènes étonnantes que nous avons vues sur les réseaux sociaux où des gens arrachent de leurs propres mains des affiches avec des otages. Vous vous demandez sûrement ce qui se passe dans la tête d'une telle personne. Ce n'étaient pas des affiches faisant la promotion d'Israël. Elles ne faisaient pas la promotion de l'armée de défense d'Israël. C'étaient des photos de bébés, d'enfants, de femmes qui avaient été enlevées par des monstres assoiffés de sang, des sauvages dépravés et qui ont presque certainement subi des horreurs indicibles. Et pourtant, on les arrachait, et les visages des personnes qui les arrachaient étaient souvent déformés par la rage et la haine. Vous vous demandez sûrement, que pense cette personne? Et il me semblait qu'il devait littéralement l'arracher des yeux avec leurs ongles. C'était quelque chose qu'on ne pouvait tout simplement pas supporter. L'idée même que des bébés et des enfants israéliens puissent être victimes de personnes qu'ils soutenaient, c'était insupportable pour eux, parce que cela contredisait le récit sur lequel ils fondaient leurs valeurs morales. Et il me semblait aussi qu'ils arrachaient les Juifs en essayant d'éradiquer complètement le peuple juif. De leur monde, de leur champ de vision, de leur univers, de leur esprit, de leur pensée et de leur conscience. Pour moi, c'est exactement ce que cela représentait. Et toute cette inversion du génocide en fait partie. Ce n'est pas seulement répugnant, ce n'est pas seulement ridicule. C'est mal. C'est le mal, moi. C'est le symptôme de ces voies maléfiques dans lesquelles l'Occident est tombé en adoptant toute une série d'idéologies, toute une série de pensées qui, je pense, sont devenues la marque de ce que nous appelons l'Occident libéral progressiste. Sur ce, mesdames et messieurs, jusqu'à nos prochaines rencontres sur cette chaîne et d'ailleurs sur la chaîne Feuille de route vers la liberté. Au revoir.